Elephant Man est un film du cinéaste américain David Lynch, sorti en 1983. Il se passe dans les années 1880 à Londres et raconte l'histoire vraie de Joseph Merrick, interprété par John Hurt, atteint d'un syndrome de Proté, une maladie génétique qui cause des excroissances des tissus, de la peau, du squelette, du système nerveux central, du système adipeux. Il est exhibé dans les foires comme curiosité anatomique avant d'être recueilli par un médecin, John Merrick, dans un hôpital. Il y sera hébergé, soigné, nourri jusqu'à sa mort. Bonjour Gérard Réac, merci de nous avoir rejoints pour cette capsule. Vous êtes professeur émérite de médecine à l'université Sorbonne Paris-Nord et vous enseignez aujourd'hui la philosophie aux étudiants de médecine. Et nous avons choisi ensemble de commenter Elephant Man de David Lynch. Ce que nous aide à penser Elephant Man, c'est la fonction d'inclusion sociale du soin. Tout d'abord, Elephant Man nous introduit à la notion de monstre et de monstrueux. Le monstre vient du latin monstrare qui signifie montrer. Le monstre, c'est ce qui se montre, c'est ce qui se donne à voir et aussi ce qui offense le regard, qui trouble le regard. Le monstre est donc ce que l'on montre du doigt et aussi ce qui se montre, ce qui force et offense le regard. Il se définit aussi le monstre par les sentiments intenses et contradictoires qu'il fait naître. À la fois curiosité, fascination, mais aussi répugnance, effroi, peur, fuite. Le philosophe Pierre Ancet, dans son ouvrage de 2009 « Phénoménologie du corps monstrueux » paru aux Presses universitaires de France, a bien décrit la perception du corps ou du visage monstrueux. Il le fait en disant que dans ce qu'il y a de monstrueux, encore une fois, d'anormal, de difforme, il y a un excès de visibilité, quelque chose qui focalise le regard et fait écran, fait obstacle à la rencontre avec autrui. Pierre Ancet parle de l'ombre du corps monstrueux. Je trouve ça très intéressant pour penser l'abord à un corps, encore une fois, abîmé par la maladie, par une chirurgie, par le vieillissement. Cet abord par le regard qui a lieu dans tout geste de soin ou dans tout examen clinique. Pierre Ancet dit de la rencontre possible d'un autre, nous passons à une contemplation esthétisante malvenue et intenable, puisqu'elle est négatrice de l'autre. Nous passons ainsi à la vision d'une chose ou d'une image. L'ombre du corps est à l'opposé de la transparence du corps, au moment où il disparaît pour laisser libre place au discours ou à l'échange. Ce que Pierre Ancet souligne, c'est que le corps focalise le regard et fait écran, fait obstacle à l'accès à l'autre, à la relation à l'autre, à la rencontre avec l'autre. Cependant, il ajoute que le monstrueux éveille aussi des sentiments très déstabilisants parce qu'il est habité par un sentiment de proximité. Ce qui nous saisit, ce qui nous fait peur dans le monstrueux, c'est qu'il est notre semblable, notre prochain, mais qu'il diffère un peu de nous. Ainsi, il crée chez celui qui le regarde un sentiment, une peur de contamination par le regard. C'est ce que nous ressentons souvent à la vue, encore une fois, d'un corps abîmé ou d'un visage croisé dans le métro ou dans la rue qui porte des séquelles d'un accident ou d'une intervention, d'une brûlure, des cicatrices, des déformations qui nous gênent, mais dans lesquelles nous reconnaissons tout de même un semblable. Dans cette perspective, Elephant Man permet de questionner les processus de déréalisation, de distanciation, d'absence à l'autre que cause la perception du difforme ou du monstrueux. Par exemple, ces processus prennent la forme de l'objectivation, c'est-à-dire de la réduction du corps et de la réduction de l'autre à un objet médical, à une image médicale, à une maladie que l'on va évoquer simplement avec le langage de la médecine. C'est une forme
d'objectivation, de mise à distance, de déréalisation. Une autre forme de ce processus est la compassion, on s'y attend moins, qui peut prendre la forme du maternage, c'est-à-dire le fait de parler avec un peu de hauteur, en surplomb à la personne, en l'infantilisant ou même en lui parlant un peu plus fort, comme si elle était sourde, pour montrer une distance par rapport à elle et pour montrer qu'on la surplombe. Et encore une fois, on la met à distance parce que l'on a des sentiments de dégoût ou de peur que l'on arrive mal à gérer. Ce que nous montre Elephant Man, c'est que la reconnaissance de l'humanité en l'autre et le respect de son humanité reposent sur un regard, et que ce regard, il est construit historiquement et socialement. Ce regard dépend de situations, de contextes, de normes, d'une culture. C'est pourquoi la relation de soins se déploie sur une ligne de crête qui est risquée, qui est dangereuse, où le soignant risque de tomber dans la violence, dans le risque de la chosification, de la déshumanisation. Pour le dire dans les termes de la philosophie de Kant, le risque est de considérer la personne humaine comme une chose, de la réduire au rang d'un objet. Ce risque éthique inhérent aux soins n'est pas dû à la malveillance d'une personne individuelle, il est partagé dans la société. Le risque inhérent aux soins de basculer dans la violence ou la déshumanisation vient du fait que dans la société, les interactions sociales sont marquées par une distinction entre les personnes qui sont socialement considérées comme normales et les personnes qui sont socialement considérées comme anormales ou stigmatisées. Ainsi, la relation de soins rejoue cette distinction entre les normaux et les anormaux. C'est ce que le sociologue américain Erving Goffman a très bien décrit dans son ouvrage de 1963, Stigmate. Elephant Man nous introduit à cette notion de stigmate. Les Grecs, écrit-il, inventèrent le terme de stigmate pour désigner les marques corporelles destinées à exposer ce qu'avait d'inhabituel et de détestable le statut moral de la personne ainsi signalée. Ces marques étaient gravées sur le corps au couteau ou au fer rouge. Et elles proclamaient que celui qui les portait était un esclave, un criminel ou un traître. Bref, un individu frappé d'infamie, rituellement impur, et qu'il fallait éviter surtout dans les lieux publics. Goffman distingue 3 types de stigmates afin d'en donner la signification. Et vous allez tout de suite voir en quoi l'homme éléphant est évidemment stigmatisé. Il dit, en gros, on peut distinguer 3 types de stigmates. En premier lieu, il y a les monstruosités du corps, les diverses difformités. Ensuite, on trouve les tares du caractère, qui, aux yeux d'autrui, prennent l'aspect d'un manque de volonté, de passion irrépressible ou antinaturelle, de croyances égarées et rigides, de malhonnêteté, dont on infère l'existence chez un individu parce que l'on sait qu'il est ou qu'il a été, par exemple, mentalement dérangé, emprisonné, drogué, alcoolique, homosexuel, chômeur, suicidaire ou d'extrême gauche. Enfin, il y a les stigmates tribaux que sont la race, la nationalité et la religion, qui peuvent se transmettre de génération en génération et contaminer également tous les membres d'une même famille. Donc, on le comprend, les stigmates, ce sont des marques caractéristiques d'un statut inférieur dans la société qui dévalorisent ceux qui en sont porteurs. Et on le voit, ces stigmates peuvent être corporels, avoir trait au psychisme ou au comportement, ou encore avoir trait à la race, à la religion, à la culture, à la migration.
Un individu stigmatisé est un individu qui ne s'insère pas dans les interactions sociales ordinaires parce qu'il y a une caractéristique qu'il porte qui fait qu'elle focalise l'attention de ceux qui le rencontrent et qui fait que ceux qui le rencontrent se détournent de lui. Goffman nous dit « Il possède un stigmate, une différence fâcheuse d'avec ce à quoi nous nous attendions ». Et Goffman décrit bien ce qui se passe dans Elephant Man. Le stigmate enlève au stigmatisé son statut d'humain. Il le dépersonnalise et il le ravale à un statut inférieur. Nous pensons qu'une personne ayant un stigmate n'est pas tout à fait humaine. Nous pratiquons alors toutes sortes de discriminations par lesquelles nous réduisons efficacement, même si c'est inconsciemment, les chances de cette personne. Vous voyez, ce que nous montre Elephant Man, c'est que le bon soin suppose, requiert, tout autant qu'il vise et qu'il met en œuvre une conversion du regard, un changement du regard. Le bon soin demande un effort pour faire sortir la personne soignée de sa catégorie de stigmatisé. Le bon soin est celui qui va éviter de stigmatiser la personne soignée en la réduisant à une caractéristique, sa pathologie, son comportement, son état physique, sa déficience mentale. Le bon soin requiert, présuppose et aussi vise et met en œuvre l'humanisation de l'autre. Et c'est ce qu'on voit dans Elephant Man. On voit cette conversion du regard du médecin, Treves, qui prend en charge Elephant Man. Il passe d'un regard sidéré, d'une sidération, à un regard qui a de la considération pour Elephant Man. Il part d'un regard médusé à un regard qui est d'abord scientifique, nous l'avons vu, objectivant, dans lequel il fait d'Elephant Man un objet de science et de démonstration et d'enseignement dans l'amphithéâtre. Enfin, un regard empathique, puis sympathique. Cette conversion du regard du médecin dans Elephant Man permet à Elephant Man de se reconnaître lui-même comme un sujet humain, moral, faisant à part entière partie de la société, faisant à part entière partie de la communauté des hommes. La conversion du regard du médecin, des infirmières, du personnel de l'hôpital sur Elephant Man lui permet de passer de son statut d'objet de science à sujet dont on prend soin, puis enfin à sujet social et moral. Ce qui m'intéresse ici, c'est la difficulté, la complexité et même l'ambivalence de ce processus d'humanisation de l'autre qui est soigné. Il y a une ambivalence et une complexité de ce processus, car souvent, c'est à la personne stigmatisée que l'on fait porter le fardeau de faire oublier son stigmate. Dans les interactions sociales entre les normaux et les stigmatisés, souvent, il est demandé, il est enjoint à la personne stigmatisée de faire un travail pour gérer les émotions, le recul, la distance des personnes normales. Et c'est pour elles une tâche psychique et sociale qui est particulièrement lourde. Parfois, donc, on peut demander à la personne d'avoir des interactions les plus normales possibles, les plus fluides possibles, de s'insérer dans la conversation ordinaire, surtout de ne pas manifester, de ne pas montrer son stigmate. Mais à contrario, on peut aussi lui demander de n'être que son stigmate, de disparaître derrière son stigmate et de reconduire ce stigmate en se comportant de la manière que l'on attend
par exemple, d'une personne malade, d'une personne infirme, d'une personne handicapée, d'une personne noire, d'une personne homosexuelle, d'une personne étrangère. Ce point montre la difficulté, la lourdeur du travail psychique et social des personnes stigmatisées et en particulier des personnes souffrant d'une maladie, demandant du soin, dépendant du soin, des personnes handicapées. Il leur incombe de ne pas trop faire apparaître leurs stigmates. Il leur incombe de ne pas faire porter sur les normaux le poids de leurs stigmates, de soulager en quelque sorte les normaux de la violence, du désagrément subi par leur présence. Elephant Man met en scène cette difficulté, cette ambivalence du processus de déstigmatisation et d'humanisation. Par exemple, Merrick, quand il loge Elephant Man à l'hôpital, lorsqu'il lui offre une chambre, des vêtements, tout le nécessaire pour avoir une vie confortable, bientôt il va inviter les bourgeois et les aristocrates de la société londonienne pour rendre visite à Elephant Man. C'est la cérémonie du thé, ô combien codifiée dans la société londonienne du XIXe siècle. Cette attention du médecin pour Elephant Man, elle vise précisément à humaniser Elephant Man. Elle vise à le reconnaître comme un sujet comme les autres, à faire en sorte qu'il soit considéré et qu'il se considère lui-même comme un sujet et un citoyen comme les autres. Et en même temps, cette cérémonie du thé, où les bourgeois et les aristocrates s'efforcent de cacher le dégoût, la peur, l'inquiétude qu'ils ressentent devant la difformité d'Elephant Man, cette cérémonie du thé reconduit leur pulsion voyeuriste et du coup, cette cérémonie du thé qui a pour but d'inclure Elephant Man dans la société londonienne, d'effacer le stigmate, eh bien, elle reconduit des interactions sociales où il y a d'un côté les normaux et de l'autre le stigmatisé. Évidemment, si l'on considère que ce processus d'humanisation, de déstigmatisation est toujours piégé par les normes sociales et culturelles, on peut se demander si on peut faire quelque chose. On peut se demander si on peut en sortir. Il me semble que ce que l'on peut faire, c'est au moins être attentif à ces interactions, être attentif aux mots que l'on entend et aux mots que l'on prononce, aux gestes, aux attentes d'autrui, et que l'on peut, et que l'on doit même, prendre un peu de recul et être conscient que les interactions sociales, elles sont minées en quelque sorte, et elles sont toutes inscrites dans ces normes sociales. Individuellement, c'est sans doute impossible de changer les normes sociales. En revanche, on peut, par un mouvement de retrait, de recul, de réflexion, un temps d'arrêt dans la parole que l'on va prononcer, dans le geste que l'on va faire, être attentif à ces normes, être attentif à leur caractère piégeux, et à ce moment-là, en étant présent à l'autre, en étant disponible pour lui, on peut, à mon avis, arriver à diminuer l'effet de cette stigmatisation, à diminuer le poids des normes sociales. Et par ailleurs, en dehors de la relation de soins, dans des collectifs, dans des staffs, avec des pairs, avec d'autres étudiants, avec d'autres professionnels de santé, on peut revenir sur une situation dans laquelle on s'est senti mal à l'aise, où on a l'impression d'avoir été blessant, où on a l'impression d'avoir réduit la personne à un statut de stigmatisé, à sa pathologie, à son comportement, à sa déviance. On peut y revenir, en parler et entre professionnels, essayer d'améliorer les choses. Tout soin, en particulier le soin médical, mais le soin amical, amoureux, familial, le soin qui est développé dans l'éducation par exemple, a pour tâche de contrer, de s'opposer au mouvement d'exclusion que cause la souffrance pour le sujet. En effet, la souffrance
exclut, exproprie, fait sortir le sujet de son identité, de son corps, de ses habitudes, de ses projets, de ses désirs, de son histoire, mais aussi la souffrance fait sortir le sujet de la communauté des hommes avec ses rythmes, ses rites, ses normes, ses activités, ses contraintes. Donc le soin est un ensemble de pratiques, de discours, de relations qui permet de réinclure celui qui souffre à la fois en lui-même et dans la communauté des hommes. Cela a été très bien décrit par la philosophe Claire Marin dans son ouvrage « Violence de la maladie, violence de la vie », paru en 2008 chez Armand Collin. Claire Marin écrit « Le rôle du soin est de nous restituer notre place en nous-mêmes et au milieu des autres, d'exécuter le mouvement inverse de celui de la souffrance qui, comme le dit Aristote, met hors de soi l'être qui l'éprouve et détruit sa nature, ou encore nous met hors de notre existence. » Elle poursuit « Contre cet exil auquel nous condamne la douleur, la médecine se profile comme retour à notre identité propre, notre nature véritable, notre lieu. Elle rend l'homme à lui-même. Elle se présente comme ce médiateur indispensable qui nous relie à nous-mêmes et aux autres. Quand la maladie nous a rendus doublement étrangers, méconnaissables, nous a éloignés de ce qui fait notre humanité. » Elephant Man, ne serait-ce que par son accueil à l'hôpital, est inclus dans la communauté des hommes, alors qu'il était au contraire exclu, exploité. Et cette inclusion sociale a une force de transformation sociale et même politique. L'hôpital, en institutionnalisant le soin, en incluant celui qui est malade, celui qui est rejeté, à la fois de lui-même et de la communauté des hommes, donc en l'incluant, il va également transformer les interactions et les relations avec tous ceux qui vont côtoyer le malade. Ainsi, chacun des protagonistes dans le film se transforme. Le directeur d'hôpital, par exemple, comprend qu'il est de la mission de l'hôpital d'accueillir les incurables. Les infirmières, par exemple, passent d'un état d'effroi, de dégoût, d'évitement de Elephant Man à la reconnaissance de son humanité et à la reconnaissance de la nécessité et de l'efficacité de leur propre travail de soin. Donc, les infirmières se reconnaissent elles-mêmes comme des sujets de travail et des sujets qui font le bien à travers le soin qu'elles prodiguent. Outre cette fonction d'inclusion sociale du soin, Elephant Man nous permet de penser la fonction d'individuation du soin, c'est-à-dire la fonction d'émancipation, de libération de l'individu, notamment par rapport aux contraintes de la maladie, mais aussi par rapport aux contraintes que font peser sur lui les normes sociales dont j'ai parlé, par exemple la stigmatisation. Donc, Elephant Man nous permet de penser cette fonction d'individuation, de libération, d'émancipation individuelle du soin. Elephant Man montre que le soin est finalisé, il vise à ce que l'individu s'accomplisse, se trouve, puisse découvrir et mettre en œuvre ses propres valeurs, ses propres normes de vie, ses propres préférences, à ce qu'il soit plus libre, à ce qu'il ait une puissance d'agir qui soit augmentée. On retrouve ici, bien sûr, une illustration de la philosophie canguilhémienne de la médecine qui dit que le soin, la médecine, a pour but de restaurer ou d'instaurer une norme de vie pour l'individu, c'est-à-dire une manière de vivre qui soit en adéquation avec ses valeurs, ses représentations, ses croyances, ses désirs, ses projets. Cela s'exprime aussi par le fait qu'il va s'exprimer à travers l'art et la création en construisant une maquette
sur laquelle il pourra apposer son nom. Et là aussi, ce processus d'individuation, d'émancipation, d'accomplissement de soi se matérialise dans l'œuvre d'art, dans l'objet qu'il crée et dans lequel il se reconnaît comme étant son auteur. Et je pense que dans ce qui fait l'émerveillement devant la personne humaine, c'est sa capacité de création artistique et d'abstraction et de transformation du réel en une image, et c'est la maquette de l'Église. Et en fait, là, on pourrait invoquer ou convoquer, selon Hannah Arendt, dans Conditions de l'homme moderne, quand elle parle, il n'y a pas que le travail, il y a aussi l'œuvre. Hein. Et en fait, il fait une œuvre. Et typiquement, chez Hannah Arendt, sa définition de l'œuvre, c'est ce qui reste, c'est ce qui est pérenne, et c'est une maquette d'une église, et donc il est capable, il est pleinement humain. Oui. Donc non seulement il parle, mais en plus il est capable de construire par la maquette. La scène de la maquette, pour moi, est fondamentale, de construire une abstraction. Et cette maquette, on la verra jusqu'au bout du film. Et enfin, cela s'exprime dans le film par la mort de Elephant Man, puisqu'il choisit sa propre mort à la fin du film. On peut dire qu'il se donne la mort, puisque à un moment donné, il décide d'enlever les coussins qui lui permettaient de dormir assis et qui l'empêchaient d'étouffer. Il décide du moment de sa mort. Il sait qu'en enlevant ses coussins, il va mourir. Et il s'agit là, en se donnant la mort, encore une fois, d'exprimer ses propres valeurs, son propre souhait, y compris par la mort. Donc cet acte ultime, ce suicide, cette mort que se donne Elephant Man, c'est une dernière expression de son individualité, de l'accomplissement de soi, de sa liberté enfin gagnée. Néanmoins, il y a des points communs entre la relation de soins et la relation d'amitié, et ces points communs sont intéressants à ne pas oublier. Tout le récit d'Elephant Man se structure autour de l'évolution et de l'approfondissement de la relation d'amitié entre Elephant Man et son médecin Treves. Cette relation d'amitié qui est le fil conducteur du film nous permet de penser les points communs entre la relation de soins et la relation d'amitié. Bien entendu, il y a des différences entre la relation de soins, la relation professionnelle de soins médicales, et la relation d'amitié. Je citerai deux différences majeures. Tout d'abord, il y a une asymétrie constitutive dans la relation de soins médicales. Cette asymétrie est due au fait que l'un des acteurs de la relation est dépendant, il est vulnérable d'abord, et il est dépendant de l'autre pour la connaissance scientifique qu'il possède et la compétence technique qu'il possède pour le soigner, tandis que le médecin, lui, est justement savant, sachant, expert et compétent. Alors que dans une relation d'amitié, comme le définit Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, il y a une égalité entre les amis. Donc, la deuxième différence tient au fait que dans la relation de soins, il y a un objectif qui est particulier, qui est le rétablissement de la santé. Alors que, donc il y a un intérêt, et cet intérêt, c'est celui d'abord de la personne soignée. Alors que dans la relation d'amitié, il y a un désintéressement, nous dit Aristote. Il s'agit d'une relation bienveillante et désintéressée. C'est-à-dire que dans la relation d'amitié, on n'attend rien de particulier de l'autre, on n'attend pas d'argent, pas d'honneur, pas de gloire, on n'a pas d'intérêt, on a juste
le plaisir du partage, et ce plaisir est désintéressé. En effet, ce processus de libération, d'émancipation d'Elephant Man par rapport aux normes sociales dont il est l'objet et qui font qu'il est stigmatisé, ce processus de libération et d'émancipation de son statut d'objet, d'exploité, y compris d'ailleurs dans la relation médicale, donc tout ce processus libérateur, émancipateur et d'accomplissement de soi ne peut pas être fait sans l'accompagnement du médecin qui le considère comme un égal. Donc il y a bien une asymétrie de position, un qui a besoin de l'autre, qui est dépendant de l'autre, mais malgré cette asymétrie de position, tout l'enjeu de la relation de soins, c'est de faire en sorte que cette asymétrie ne se convertisse pas en inégalité, qu'elle ne se convertisse pas par exemple, en abus d'autorité, en abus de pouvoir, en domination, par exemple en paternalisme, qu'elle ne donne pas lieu à une relation où l'un décide à la place de l'autre. La relation de soins est polarisée, ça veut dire qu'elle est finalisée, qu'elle tend à la fois vers la liberté de la personne soignée, vers sa libération, et elle tend aussi vers l'égalité des protagonistes. Cette double finalité, cette double polarisation vers la liberté et l'égalité de la relation de soins a été très bien thématisée par Frédéric Worms dans son ouvrage « Le moment du soin » paru au PUF en 2010. Un dernier point commun entre la relation d'amitié et la relation de soins est la réciprocité. Dans la relation de soins comme dans la relation d'amitié, chacun des protagonistes transforme l'autre, le fait évoluer, le fait réfléchir, prendre du recul sur ce qu'il vit, sur ce qu'il veut, et participe à son devenir, à sa transformation, à son évolution et à son accomplissement. Et c'est ce que l'on voit dans Elephant Man. On voit en particulier le médecin Treves qui évolue, qui d'un médecin ambitieux, un peu arrogant, qui voit dans Elephant Man l'occasion d'un enseignement, d'une publication, d'une renommée, d'un prestige dans la communauté scientifique, passe de plus en plus à une position de soignant, à l'adoption d'une écoute, à une approche altruiste d'Elephant Man, et donc à une nouvelle manière de voir son métier de médecin en le voyant plus du côté du soin, de la sollicitude, de l'accompagnement, du soutien, plutôt que du côté de la science. Pour conclure, je dirais que Elephant Man éclaire la relation de soins, car certes, il s'agit d'une rencontre particulière entre deux hommes, un médecin et un patient particulier, qui se sont trouvés amis. Mais au-delà, cela nous montre les points communs entre la relation de soins et la relation d'amitié, telle que les Grecs la nommaient philia, c'est-à-dire une relation entre deux égaux, bienveillante, désintéressée, qui permet à chacun des acteurs de s'accomplir, de mieux vivre, de bien vivre, et qui, en même temps, a une puissance de transformation de la société, qui, en même temps, participe de la réflexion sur les liens sociaux, sur ce que nous voulons faire de notre vie en commun, sur les normes, les valeurs que nous voulons promouvoir dans la société. Pour finir, je voudrais dire que il y a cette découverte de l'humanité par la relation, et c'est en fait le regard qui crée l'humanité, le regard humain du médecin noue une relation, et ça je pense que tu vas en parler davantage, une relation très particulière et qui est une relation d'amour.
Voilà, c'est toi qui as travaillé sur le soin comme relation d'amour. Oui. C'est pour ça que je t'ai Oui. invité à parler de ce film et ce serait ma question. Qu'est-ce qui, dans cette relation particulière entre Tripps et Merrick, a trait à l'amour que le film met en valeur, les points de recoupement entre ces deux relations? Alors c'est une des raisons pour lesquelles ce film me bouleverse. C'est justement, il montre l'importance de la relation d'amour dans le soin, qui ressent la souffrance de l'autre comme l'autre la ressent. C'est la définition de l'empathie. Et moi, j'ai toujours pensé que c'est bien d'être empathique, mais que ça ne suffit pas. Il faut en plus faire preuve de sympathie. L'empathie, c'est imaginer ce qui est bon du point de vue de l'autre. Et la sympathie, c'est imaginer ce qui est bon pour l'autre. Et en fait, c'est une émotion pour Darwalds, c'est une émotion qui est une souffrance. C'est la souffrance qu'on ressent quand on voit quelqu'un qui est dans le chagrin et la douleur, et souffrance qu'on a envie de soulager. Et là où le médecin devient vraiment médecin, c'est quand il passe du stade, dans le film, hein, Oui. quand il passe du stade d'empathie pure, où il ne fait que voir, et tout d'un coup, il y a un moment où il a envie de soulager. Et ça, c'est la sympathie. Ce n'est pas une relation indifférente. C'est une relation spéciale. Et c'est une relation fraternelle. Et en fait, je vais dire en deux temps. Mon premier temps, c'est que l'humanité est fraternité. Et ça, c'est la grande leçon de Beethoven. C'est dans l'hymne à la joie, Beethoven, dans le chœur final de sa 9e symphonie, répète inlassablement le vers le plus important de l'hymne à la joie de Schiller, qui est Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Tous les hommes seront frères. Alle Menschen, tous les êtres humains, c'est pas les hommes, tous les êtres Mensch, c'est l'être humain. Tous les êtres humains seront frères, werden Brüder. Oui. Et quand on écoute ce final de la 9e symphonie, c'est Alle Menschen, alle Menschen, alle Menschen werden Brüder. Et Beethoven l'a défini le Mensch, l'humanité, par la fraternité. Et cette fraternité, cette relation fraternelle, qui est justement la définition qu'on peut donner de l'amour dans le soin. Oui. C'était une relation fraternelle. Et maintenant, le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est me référer à un autre chef-d'œuvre qui est peu connu, que j'ai découvert il y a finalement relativement récemment, et qui m'a incroyablement influencé. C'est le livre d'un philosophe qui s'appelle Martin Buber. Et le livre s'appelle « Je et tu », « Ich und du ». Et dans ce livre, il définit la réciprocité. Et il dit qu'il y a deux types de relations. Il y a la relation banale qu'on peut avoir avec quelqu'un. Il appelle ça une relation « je-cela », ou cela, ça peut être n'importe quel il ou elle. Et puis il y a des relations qu'on pourrait peut-être appeler des relations électives, qu'il appelle la relation « je et tu ». Et ça, ce sont des relations... Je devais prendre un exemple, je prendrais Montaigne et la Boétie. C'est une relation de type « je et tu ». Eh bien, je pense que dans la relation médicale... Alors, il faut lire tout ça, c'est un livre d'une incroyable poésie, c'est pas très long, et où il dit je prends la responsabilité de mon tu. Voilà, qu'est-ce que c'est comme plus belle définition que la définition du care, du soin médical,
où je prends la responsabilité. Je m'accomplis au contact de mon tu. C'est magnifique. Et peut-être qu'il faut préciser que par relation élective ou par amitié, on ne veut pas dire qu'il va y avoir des patients que l'on va tenir pour des amis au sens un peu vulgaire du terme, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des préférences entre les patients ou que certains patients vont devenir des copains. C'est pas du copinage. Ce que tu veux dire, j'essaye de le dire dans mes mots puis tu me complètes, c'est que dans cette relation, il y a au fur et à mesure de l'attention et de la bienveillance et du care, du souci qui est porté par le médecin à son patient. Au fur et à mesure, il y a une réciprocité qui s'épanouit. Martin Buber, on dit, c'est le philosophe de la réciprocité. Voilà. Et il y a une égalité alors, entre les partenaires. C'est-à-dire qu'on était parti d'une relation qui était asymétrique. L'un qui sait, qui a le savoir médical et la compétence technique, l'autre qui est vulnérable et qui est dépendant parce qu'il est malade. Petit à petit, à travers cette relation réciproque, il y a une égalisation. Voilà. Et c'est ça que tu veux dire en comparant la relation de soins à la relation élective ou à la relation de réciprocité ou à la relation d'amitié. C'est que une bonne relation de soins, un bon soin, met les deux partenaires à égalité et les transforme Non, je ne vais pas jusque-là. On ne transforme pas une relation asymétrique en une relation symétrique. On additionne une relation asymétrique et une relation symétrique. Il faut qu'il y ait les deux types de relations en même temps. Et c'est ça l'art de la médecine. Et ce que je dis, j'ai trouvé la formule pour le dire ça. Je rajoute à l'asymétrie de la consultation la symétrie de la conversation. D'accord, alors là je te suis. Voilà. Il faut le faire en même temps. Et alors évidemment, il y a c'est en même temps, mais attention, il y a des moments où c'est la consultation. Il n'est pas venu pour prendre le thé. Il est venu pour que je le soigne. Et ça, c'est le temps de la consultation. Mais si dans le temps de la consultation, il n'y a pas le temps de la conversation, et je dirais prendre le temps de la conversation, parce que c'est ça le drame de la médecine actuelle, c'est qu'il n'y a pas de temps pour la conversation. Et donc, on ne fait que la consultation. Et les patients s'en plaignent. Ils disent, il est très compétent, mais il n'est pas causant. Il est froid. Bon, merci. Merci Gérard.